Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Tout récemment, la TCBH a atteint 500 abonnés à sa chaîne YouTube. Pour nous, ça représente beaucoup. Et pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le contenu qu'on vous propose, on veut préparer une FAQ, une foire aux questions. Pour ça, on a besoin de vous. Vous voulez savoir comment la TCBH a démarré? Qui y travaille? Avoir des anecdotes croustillantes de notre équipe? Toutes les questions sont bonnes. Envoyez-nous vos questions à faqtcbh@commercialoutlook.com. On espère vous lire en grand nombre. Et ça roule! Salut tout le monde, bienvenue à vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, on parle de spiritualité, de Jack Kerouac et de Amir Kadir. Est-ce que j'ai piqué votre curiosité? C'est parti pour vos infos TCBH, mais tout d'abord, générique. Donc, comme je viens de vous le dire, cette semaine à l'émission, on va parler de spiritualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on parle du Salon Renaissance qui va avoir lieu les 9 et 10 avril à Rivière-du-Loup, à l'Hôtel L'Évêque. Je vous en dis un peu plus dans la présentation du reportage. Ensuite, on va parler de Jack Kerouac avec la mairesse de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, Josée Ouellette, qui nous parle de l'événement du 100e anniversaire de naissance de Jack Kerouac. Et finalement, on vous présente un entretien avec Amir Kadir, qui est infectiologue et ex-député de Québec solidaire. Dans le fond, ça a été fait par G-Mob, une réalisation de Michel Jeté, dans laquelle Amir Kadir nous parle du système de santé et des services sociaux du Québec. Mais tout d'abord, on s'en va s'entretenir avec Muriel Galland pour parler du Salon Renaissance des 9 et 10 avril prochains. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à l'émission, j'ai une entrevue un peu spéciale. Je rencontre Muriel Galland, qui est organisatrice du Salon Renaissance. Bonjour, Mme Galland. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous-même? Oui, ça va bien. On se rencontre aujourd'hui parce que les 9 et 10 avril, il va y avoir le Salon Renaissance à Rivière-du-Loup, à l'Hôtel L'Évêque. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le Salon Renaissance? Bien, le Salon Renaissance, c'est un lieu où les gens peuvent venir chercher un peu des réponses. Hein. Vous savez, des fois, on peut se poser des questions, on peut essayer de trouver un sens où on veut. Donc, c'est une panoplie d'exposants. On a plus de 44 exposants qui sont là avec nous pour passer la fin de semaine. Et donc, il y a des soins énergétiques, il y a du tarot pour ceux. Il y en a pour tous les goûts. Donc, il y a de la réflexologie, il y a des gens qui vont faire de la canalisation, d'autres qui vont vendre des cristaux, des bijoux, il va y avoir des huiles doTERRA, il y a des naturothérapeutes, des naturopathes. Donc, il y a vraiment différents sujets pour plaire à tout le monde puis qu'on passe une belle fin de semaine ensemble. Et ça part d'où, cette idée de salon-là? Vous me disiez hors d'onde que ça partait du salon La Colombe Blanche. Pouvez-vous m'en parler un peu? Tout à fait. Bien, le Salon Renaissance, lui, moi, j'ai toujours eu comme passion de vouloir aider les autres.
Donc, on a fait des salons comme ça un peu partout au Québec. Et il y avait Carole Bissonnette qui était ici, qui faisait le salon de la Colombe Blanche. Elle l'a fait, je crois, pendant 5 ou 6 ans. Je me souviens plus. Puis peut-être plus que ça. Et là, ben, elle a dirigé ses activités vers autre chose. Donc, elle nous a un peu passé le flambeau. Donc, c'est exactement le même essence, c'est-à-dire d'accompagner les gens, d'aller les ressourcer. Mais sauf que là, maintenant, c'est le salon Renaissance. OK. Ça se passe à l'Hôtel L'Évêque. Oui. Dans quelle salle? Comment est-ce que c'est organisé? C'est au hall d'entrée. Donc, c'est la grande salle. C'est le 9 et le 10 avril. Et tout là sont les exposants. Et il y a des salles de conférences parce qu'on a aussi des conférences toute la journée. Il y a 2 salles de conférences qui vont être présentées. Et là, je suis en train de penser qu'il y a aussi, on va avoir une grosse sphère de 8 pieds qui est en sunjit. Donc, les gens vont pouvoir venir se déposer à l'intérieur de cette grosse sphère-là. OK. Donc, ça va être quelque chose de très agréable pour les gens. Donc, c'est ça. Si je reviens aux conférences, on a différentes conférences encore là sur différents sujets. On a Carl Landry. D'habitude, je suis avec mon amour, qui est mon co-organisateur, qui m'aide, qui lui aussi fait des soins énergétiques. Donc, il va faire aussi une conférence, comment bien s'outiller le matin. Ensuite, il va y avoir Nicole Scott qui, elle, fait tout ce qui a trait aux mémoires, puis elle a également un nouveau jeu qu'elle va venir pour vous présenter, pour vous accompagner au quotidien. Et on a ici Francine Turmel, qui est aussi notre invitée spéciale. Et même si Francine ne vient pas de la région, c'est tout simplement que, pour ceux qui connaissent François Jean, qui faisait les pendules multidimensionnelles, juste parce qu'aujourd'hui, il est décédé. Et quand on était supposé de faire le salon, ici à Rivière-du-Loup, je lui avais dit qu'il serait l'invité d'honneur. Et étant donné qu'il est décédé, je me questionnais à savoir comment je pouvais faire pour honorer ma parole envers lui. Et Francine a pris la relève de faire ces pendules multidimensionnelles-là maintenant. Donc, c'est pour ça qu'elle a accepté gentiment, même si elle vient de la Beauce, de venir nous présenter les pendules de François, qui lui en reste quelques-uns, je crois. Mais là, maintenant, elle y a mis sa sauce un petit peu. Donc, il y a un mélange de tout ça dans ces beaux pendules-là. Aussi, on a Fabienne Beaulieu, qui, elle, donne des messages angéliques. On a notre conférencier spécial, qui est Claude Quirion, qui, lui, est vraiment très rempli d'humour, puis il apporte un peu une belle fraîcheur pour c'est quoi vraiment de s'aimer, puis comment est-ce qu'on peut faire pour être bien en couple. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très agréable, très dynamique, puis c'est rempli d'humour, ces conférences. Donc, lui, c'est une conférence spéciale, c'est 1h30, la conférence. Donc, c'est de midi, le dimanche, de midi à 13h30. OK. Après ça, on a Marcel Parent qui vient faire un concert de harpe de cristal. OK. Donc, avec une petite méditation. Donc, ça va être vraiment une belle fin de semaine. Vous parliez du couple, justement, là, quand un conférencier vous présente. Ça me fait penser, organiser un événement comme celui-là, ça a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Vous le faites avec Carl, comme vous disiez, votre conjoint qui est co-organisateur. La préparation d'un événement comme celui-là, comment vous gérez ça? Bien, oui, effectivement, c'est beaucoup de travail. Il y a beaucoup de sollicitations. Il y en a des fois qui nous appellent parce qu'ils veulent venir au salon. Puis d'ailleurs, j'invite les gens, s'ils veulent venir. Il me reste encore quelques kiosques. Donc, c'est possible d'avoir un kiosque ou de le séparer avec quelqu'un. Donc, l'organisation se prépare longtemps d'avance, mais malheureusement, avec ce qu'on a vécu,
c'est un petit peu plus lent, puis on s'est pris, on attendait un peu si on avait le droit, si on n'avait pas le droit. Donc, la planification du salon s'est faite peut-être en un mois, là. Donc, ça a été très court parce que c'est quelque chose qui se prépare un an d'avance, là, tu sais. OK, OK. C'est quoi les tarifs pour accéder au salon? Oui, c'est 10 pour une journée, ou bien donc vous avez 2 jours, 15 et OK. c'est gratuit pour les enfants de 13 ans et moins. OK. Et d'ailleurs, on a quelqu'un sur place qui fait des dessins. Donc, apprend aux enfants à interpréter un peu ces dessins. Donc, les enfants sont bienvenus à venir explorer puis prendre confiance en eux et tout. C'est une belle fin de semaine pour eux aussi. OK. Ces tarifs-là, j'imagine que ça donne accès autant aux artisans qui viennent qu'aux conférences? Tout à fait. OK. Tout à fait. La seule chose, c'est que s'il y a quelqu'un qui veut venir juste pour la conférence de Claude Quirion, parce que c'est possible aussi, à ce moment-là, c'est 10 aussi pour assister. Donc, il peut tout se mettre en profiter, puis ça lui donne accès à tout le salon, puis d'aller visiter les beaux exposants qui sont là pour vous. OK. Bien, de toute façon, je pense qu'au niveau tarification, c'est quand même très peu dispendieux pour accéder justement à un contenu qui, à mon avis, est assez riche, là. Tout à fait. Puis sur place, vous avez le choix d'avoir des mini-soins ou des consultations ou d'avoir un tirage de tarot ou de médium. C'est possible là, sur place aussi. Donc, non, c'est pas dispendieux pour venir passer. Puis 15 pour les 2 jours, là, c'est vraiment pas dispendieux. Puis, vous avez aussi la possibilité de pouvoir manger sur place. OK. Donc, il y a un petit snack bar, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais un petit espace où ça sera possible de pouvoir se procurer des choses. OK. Votre événement, est-ce que c'est bas-laurentien, par québécois? On en a de partout, des gens. On a des gens qui viennent de Montjoly, il y a des gens qui viennent de peut-être même de Mirabel. Il y en a qui viennent de la Beauce, de Rimouski, Rivière-du-Loup, Saint-Louis-du-Ha. Donc, c'est vraiment les gens qui sont interpellés puis qui ont leur passion à transmettre aux gens pour les accompagner dans leur cheminement, qui viennent nous voir, puis il faut en profiter de eux pour cette fin de semaine-là. Bien sûr. Je pense que je vais lancer une perche à nos auditeurs. Pour ceux qui seraient un peu sceptiques de ce type de contenu-là que le salon propose, je pense qu'avec ce qu'on a vécu dans les 2 dernières années, je pense que de se raccrocher à quelque chose de spirituel, je pense que ce serait un avantage. Je pense pas que ce soit mauvais. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, puis de toute manière, la spiritualité, il faut la voir maintenant autrement. Puis c'est tout simplement un recentrage à soi. Mm-hmm. C'est ça, en réalité, la spiritualité, là. Fait que, oui, je suis contente que vous en parliez parce qu'il faut démystifier un petit peu ce mot-là puis l'appliquer au monde d'ésotérisme, justement. Mm-hmm. Oui, on a des gens qui ont des dons, qui sont en mesure de tirer au tarot ou faire autre chose. On n'est pas obligé d'aller les voir, mais on peut profiter de toutes les autres qui sont là, qui font de la réflexologie. On a des cristaux, mais encore là, si les gens sont un petit peu sceptiques par rapport à ça, mais il y a une panoplie de personnes qui sont là, qui peuvent vous apporter plein de beaux outils pour un peu se retrouver. Hein? Mm-hmm. Je pense que c'est ça qui est important présentement, c'est de se retrouver, de se recentrer, de se solidifier. Puis c'est une belle occasion d'avoir accès à plein de gens qui peut-être on n'aurait pas la chance de rencontrer. Mm. Donc, puis par la suite, eux, bien, aujourd'hui, l'Internet, il n'y a plus de distance. Donc, que vous soyez à Amqui puis que l'autre personne soit à Rivière-du-Loup, ça se fait maintenant à distance, puis ça peut apporter de l'aide pour ces personnes. Merci. Bien, merci à vous de m'avoir invité. C'est très gentil.
On rappelle les dates peut-être? Oui, le 9 et le 10 avril prochain, à l'Hôtel L'Évêque. Merci, Mme Galland. Puis Ça on fait vous souhaite plaisir. un bon salon. Merci. J'espère que vous avez apprécié le reportage qu'on vous a présenté en introduction d'émission. Maintenant, on s'en va rencontrer Josée Ouellette, qui est mairesse de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, pour parler du centenaire de la naissance de Jack Kerouac. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à l'émission, je rencontre Josée Ouellette, qui est mairesse de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, pour nous parler d'un centenaire. Lequel, vous me direz? Celui de Jack Kerouac. Bonjour, Mme Ouellette. Bonjour, ça va bien? Oui, vous-même? Très bien, merci. Donc, on parle d'un centenaire de M. Jack Kerouac. Tout d'abord, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, qui est Jack Kerouac? Jack Kerouac, c'est un écrivain, nouvelliste américain qui vivait aux États-Unis, plus précisément dans le coin du Massachusetts, à Lowell. Donc, c'est un écrivain très connu. C'est l'instigateur de la Beat Generation. Il a écrit, entre autres, son plus populaire roman, c'est On the Road, ou Sur la route, qui a été traduit là, en français là, un petit peu après sa mort, là, en fait. OK. Et pourquoi est-ce que Saint-Hubert de Rivière-du-Loup souligne Jack Kerouac? En fait, Jack Kerouac a des racines à Saint-Hubert. Donc, son père est natif de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup. Ses parents, dans le fond, ses grands-parents ont quitté Saint-Hubert alors que son père, Léo Alcide Kerouac, avait à peine 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Dans les années 1891 environ. Donc, ils ont quitté Saint-Hubert. C'était à l'époque le temps où est-ce que les gens allaient aux États-Unis pour trouver des emplois avec des meilleurs revenus pour élever leur famille. Donc, Monsieur Jean-Baptiste Kerouac est parti ici de Saint-Hubert avec sa petite famille, avec Léo Alcide, pour aller trouver du travail là, aux États-Unis. Ils se sont en allés à Nashua au Massachusetts. Donc, Jack Kerouac a des racines ici à Saint-Hubert et on sait son profond attachement pour ses racines. Il a fait beaucoup de routes au courant de sa vie. C'est un être qui a voyagé beaucoup et partout où il allait, il était un peu en quête de ses origines, que ce soit en France, que ce soit en Europe, dans ses voyages. Il est même venu ici à Saint-Hubert en 1966. Donc 2 ans avant sa mort. Il est venu ici pour venir revoir la maison de la naissance de son père. Il a parlé avec des gens de Saint-Hubert, il a rencontré des gens et il disait que, en fait, Jack Kerouac est venu ici là quand il était jeune avec ses parents. Il revenait l'été. Il venait virer voir ses cousins, ses cousines et tout ça. Donc, il avait gardé un petit peu la mémoire là de ça. Il voulait venir revoir ça parce que ça faisait plusieurs années qu'il était pas venu ici à Saint-Hubert. Donc, nous, ce qu'on veut faire ici pour le 100e anniversaire de sa naissance, c'est qu'on veut souligner. On veut surtout aussi permettre de perpétuer cette mémoire-là parce que jusqu'à il y a quelques années, les gens de Saint-Hubert, Jack Kerouac, était très peu connu. Ce qu'on dit, en fait, c'est que Jack Kerouac est probablement, et Saint-Hubert est probablement plus connu aux États-Unis, Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, parce que c'est le lieu de naissance du père de Jack, que Jack pouvait l'être à Saint-Hubert. Donc, c'était un peu ironique. On s'est dit, il faut qu'on permette aux gens de Saint-Hubert de pouvoir avoir accès à toute cette belle littérature-là, cette œuvre qu'est Jack Kerouac. En fait, c'est un grand homme. Afin de souligner son lieu de naissance, une plaque commémorative sera installée devant la maison de son père. On a comme objectif aussi de mettre en valeur aussi toutes ses œuvres. On va créer un espace dédié à Jack Kerouac à l'intérieur de la bibliothèque municipale. Dans le fond, le réseau des bibliothèques nous a trouvé
une bonne partie de la collection des œuvres de Jack Kerouac et la bibliothèque municipale de Saint-Hubert va être la détentrice de toutes ces œuvres-là et on va pouvoir les avoir en permanence. Donc, ça va être une collection permanente ici à Saint-Hubert. Donc, les gens qui veulent lire, qui veulent en apprendre plus sur ce personnage, sur cet écrivain, qui veulent s'imprégner de cette culture-là, je pense que c'est très bien. Là. On va avoir tous ces beaux livres-là que les gens vont pouvoir dévorer, j'imagine. Là, ça va être full intéressant. Et j'imagine qu'entourant les festivités de la Saint-Jean-Baptiste, il y a aussi des activités en lien avec le centenaire. Oui. Dans le fond, c'est un personnage qui a resté beaucoup francophone, hein, parce que en fait, Jack Kerouac a appris l'anglais seulement. Il est devenu parfaitement bilingue seulement vers l'âge de 7-8 ans. Donc, jusqu'à cet âge-là, il parlait uniquement français et chez eux à la maison, même s'il était aux États-Unis. Donc, il y avait un profond attachement pour la culture francophone. Donc, ce qu'on veut faire, c'est à la Saint-Jean-Baptiste célébrer la francophonie, célébrer l'aspect québécois de cet écrivain. Donc, il va y avoir dans le fond, l'inauguration officielle de cette plaque-là qui va être installée devant la maison de son père, de naissance de son père. Il va y avoir probablement, on essaie, nous, avec Lowell, Massachusetts, de faire un événement Facebook live en direct avec eux. On va, dans le fond, souligner l'apport important de Jack Kerouac là, pour le monde littéraire, mais aussi pour Saint-Hubert, parce que je pense que ça peut devenir une niche importante au niveau du tourisme là, pour Saint-Hubert, au tourisme historique qu'on appelle, que les gens viennent voir ce lieu de naissance, viennent s'imprégner des racines là, de cet écrivain. On me disait hors d'onde que la présence de Jack dans l'environnement de Rivière-du-Loup et ses environs avait été mitigée. Il y en a qui disaient oui, il est venu, d'autres qui disaient qu'il n'était pas venu. Et on m'a dit qu'il y avait eu un court-métrage qui avait été réalisé. Et dans ce court-métrage, il y a une entrevue justement avec une dame qui l'aurait rencontré étant plus jeune. Tout à fait. Quand Jack Kerouac est venu en 67, à l'été 67, dans le fond, il est allé visiter une maison qui appartenait à un de ses oncles ou dans sa famille. C'était un autre Kerouac, là. Et dans le fond, dans cette maison-là, il y avait une dame qui est, ironiquement, mon arrière-grand-mère, Amélia Paré, qui demeurait là encore, qui avait été quand même rendue à un certain âge, elle avait dans 80 avancé. Donc, cette dame-là était déjà allée à Lowell dans le temps que Jack était jeune, très jeune même. Cette dame-là avait été enseignante là-bas avant son mariage. Donc, il y avait une connexion là, qui était là avec ces personnes-là. Donc, la petite fille de Amélia, Madame Gaétane Soucy, était présente. Elle avait 16 ans à l'époque. Elle était présente lorsque Jack s'est présenté avec son chauffeur dans sa grosse voiture noire. Et ce qu'elle mentionne dans le petit court-métrage que vous pourrez aller voir, qui a été préparé par les élèves de l'école du cinéma du Cégep de Rivière-du-Loup en janvier dernier. Dans le fond, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle avait eu peur que ces personnes-là, elle connaissait pas Jack, elle savait pas qui il était. Elle le trouvait un peu habillé particulièrement. Ses habits étaient un peu particuliers. Et son chauffeur fumait la pipe ou le cigare dans la voiture. Il y avait de la boucane. Et elle avait l'impression que c'était des gens méchants qui venaient chercher quelqu'un ou qui venaient... En fait, c'est un peu comique là, comme histoire, mais à 16 ans, on comprend pas toujours toutes les choses. Donc, cette personne-là est encore vivante et c'est une preuve vivante là, de son passage. Donc, c'est comme important là, pour tout ça. Donc, Gabriel Anctil, un journaliste au Devoir avait publié le 31 décembre 2020 un article qui disait que Jack Kerouac était vraiment venu à Saint-Hubert. Il y a eu des recherches de fait avec Pierre Soucy. Pierre Soucy, c'est une personne de Saint-Hubert qui est un passionné de Jack Kerouac, qui a gardé des liens avec la famille Kerouac, l'association des familles Kerouac du Québec.
Gabriel Anctil est venu, dans le fond, est venu l'interroger et lui demander est-ce que c'est vrai qu'il est venu à Saint-Hubert et de façon certaine, oui, ces preuves-là ont été démontrées. Donc, ça a fait la première page là, du journal Le Devoir le 31 décembre 2020, en fait. Ouais. Pour tout savoir du 100e, suivez la page Facebook de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup ou consultez leur site internet au www.municipalité.saint-hubert-de-rivière-du-loup.qc.ca. On veut que ce soit une grande fête et on veut pas que ce soit local. Dans le fond, on invite toute la population qui est intéressée de près ou de loin par cet écrivain à venir assister à ces activités-là. On parle pas d'une grosse fin de semaine ou d'un gros week-end d'activités pour le moment. On parle plus de petites activités tout au long de l'année qui vont souligner là, sa présence et faire connaître là, cet écrivain-là. On a une belle réponse de la population. Ce qu'on veut, c'est permettre aux gens à chaque année là, de vivre un moment littéraire par rapport à Jack Kerouac. Donc, faire une petite rencontre avec des gens qui sont passionnés de cet écrivain-là, en jaser, parler, faire des petites lectures. Donc, ça va aller autour de ça. OK. Bon, bravo tout d'abord et je vous souhaite des bonnes festivités. Ben merci beaucoup, c'est très gentil de nous avoir donné cette occasion d'en parler avec vous. Nous, ce qu'on veut, c'est le faire connaître, puis on veut faire connaître là, sa présence là au Bas-Saint-Laurent. Vous savez, sa mère est native de Saint-Pacôme également, donc ses deux parents sont natifs du Bas-Saint-Laurent, donc c'est une belle. Je pense que ça peut faire rayonner notre région là, du Bas-Saint-Laurent là. Merci. Ça me fait plaisir. Bonne journée. On est rendu à la moitié de notre émission. On va prendre une pause publicitaire et au retour, je vous parle un peu du reportage que J-Mob nous a envoyé. Tous ensemble, collectivement, on peut se transmettre des émotions. Alors, la contagion émotionnelle, c'est quand une émotion passe d'une personne à une autre personne. Alors, soyons des agents et des agentes de contagion émotionnelle positive. Alors, pour faire ça, on peut prendre le temps justement de souligner les bons coups, féliciter aussi nos réussites, qu'est-ce qu'on fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait de beau, soulever les choses qui ont été positives. On a besoin de se faire contaminer par la joie, par l'espoir, par la création de liens aussi, parce qu'on le mérite dans le fond, on a travaillé fort durant cette année-là, puis c'est important de prendre ce moment-là pour soi. Tout récemment, la TCBH a atteint 500 abonnés à sa chaîne YouTube. Pour nous, ça représente beaucoup. Et pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le contenu qu'on vous propose, on veut préparer une FAQ, une foire aux questions. Pour ça, on a besoin de vous. Vous voulez savoir comment la TCBH a démarré? Qui y travaille? Avoir des anecdotes croustillantes de notre équipe? Toutes les questions sont bonnes. Envoyez-nous vos questions à faqtcbh@commercialoutlook.com. On espère vous lire en grand nombre. Qu'est-ce que ça vous dit quand je vous dis les mots santé mentale? Des fois, on a le réflexe d'entendre santé mentale puis de penser tout de suite à problème ou à maladie. Parce que c'est vrai, dans les médias traditionnels, c'est ce qu'on entend le plus souvent. On parle de santé mentale par rapport aux problèmes, par rapport à ce qui va pas bien, justement. Mais on parle pas assez de la bonne santé mentale. La bonne santé mentale, ça passe par notre réseau social, d'avoir des bonnes personnes qui nous entourent autour de nous. Ça passe par notre capacité d'adaptation aussi aux nouvelles situations qu'on rencontre, notre gestion du stress, notre gestion émotionnelle aussi. Donc, en bref, c'est de trouver un équilibre entre les divers aspects de notre vie. On peut se demander qu'est-ce qui va bien chez les humains? C'est quoi les belles choses qui ont ressorti de cette année-là qu'on a vécue ensemble? C'est quoi qui vous fait du bien quand vous avez un moment où est-ce que votre santé mentale est fragilisée? On est de retour à vos infos TCBH. Maintenant, on s'en va voir le reportage que J-Mob a fait avec Amir Kadir. C'est une réalisation de Michel Jeté.
Dans cet entretien avec Amir Kadir, qui est infectiologue et bien entendu ex-député de Québec solidaire, Amir Kadir pose un diagnostic sur le système de santé et des services sociaux du Québec qui serait, selon le titre du reportage, détérioré par les contre-réformes. Qu'est-ce que c'est les contre-réformes? Eh bien, Jacques Benoît, qui nous a envoyé ce reportage, nous en dit un peu plus. GMAB vous présente maintenant une série d'entretiens avec le docteur Amir Kadir, infectiologue et ex-député de Québec solidaire. Il pose un diagnostic très intéressant sur notre système public de santé et de services sociaux, sur sa capacité à faire face à la pandémie actuelle, mais aussi sur sa capacité à faire face aux défis que pose le réchauffement climatique et la catastrophe climatique en développement. On a fait le décompte et on s'est aperçu que, bon sang, en termes de nombre de lits fermés, ce qui s'était passé dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, puis c'était l'équivalent de fermeture de 9 hôpitaux de taille moyenne. Si on prend le fait qu'un hôpital de taille moyenne, c'est à peu près 250 lits. Au Québec, le système de santé et services sociaux qu'on s'est donné il y a à peu près 50 ans était peut-être pas parfait, mais son objectif était de faire en sorte que l'accessibilité aux soins et aux services ne dépende plus de l'épaisseur du portefeuille des gens. Ce système public universel a été un fameux moyen de redistribution de la richesse pour l'ensemble des Québécois, qui auparavant, souvent, se retrouvaient en faillite parce que leur facture d'hospitalisation était trop élevée, ils n'avaient plus les moyens de pouvoir la payer. Mais depuis 50 ans, il y a beaucoup de forces qui sont venues gruger ce système-là, ce système public. Des gens qui ont annoncé des réformes et d'autres réformes et encore d'autres réformes, mais qu'on pourrait plutôt appeler des contre-réformeurs. Une réforme, ça devrait être fait pour améliorer les choses. Une contre-réforme, ça détériore les choses. On entend parler beaucoup des problèmes du système de santé. Peux-tu, toi, nous dire comment tu vois ces problèmes-là, ce qui se passe actuellement? On assiste, disons, à une lente dégradation de l'accès aux services, à toutes sortes de services. Dans ces années qui sont au début des années, la première moitié des années 90, peu à peu, ce qui était avant une salle, une chambre de patients, on voyait des étages entiers, des sections entières, d'abord fermées et quelques temps plus tard transformées en bureaux de gestionnaires. Je mets ça, en fait, je contracte un peu dans le temps, mais c'est pour illustrer ce qui a été observé par nombre de mes collègues. Évidemment, le prétexte à l'époque, c'est qu'on assiste à une transition vers une médecine ambulatoire. Mais ce virage ambulatoire n'a pas été vraiment conséquent en termes de toute l'architecture puis la structure de soutien puis de prise en charge à domicile, qui aurait été tout à fait souhaitable si c'était fait de manière sincère dans l'objectif de servir la population.
on se rend compte que dans le fond, puis on connaît maintenant les acteurs, moi pour avoir été critique en matière de santé pour Québec solidaire pendant des années, j'ai été à même de constater que dans le fond, ça participait à de grandes contre-réformes qui agressivement étaient poursuivies un peu partout, que des gouvernements de droite appliquaient à qui mieux, mais aussi des gouvernements sociaux-démocrates en Occident ont épousé, les Tony Blair de ce monde, disons, Bernard Landry ou Lucien Bouchard, de ce monde, ont appliqué sous des gouvernements sociaux-démocrates et qui étaient en fait pour diminuer les dépenses publiques en santé comme ailleurs. On s'est penché, mettons, au début des années 2000 ou au milieu des années 2000, à peu près 10-15 ans après le début de cette accélération de baisse des services dans les infrastructures hospitalières. On a fait le décompte, puis on s'est aperçu que, bon sang, en termes de nombre de lits fermés, ce qui s'était passé dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, puis c'était l'équivalent de fermeture de 9 hôpitaux de taille moyenne. Si on prend le fait qu'un hôpital de taille moyenne, c'est à peu près 250 lits. Mettons, au milieu des années 2000, en termes de dépenses per capita, à dollars constants, le Québec avait diminué ses dépenses en santé d'à peu près 20%. Suivant d'autres calculs un peu plus pessimistes, même jusqu'à 25%, dépendamment si on tient compte de certaines choses ou pas. C'est quand même beaucoup. Ça veut dire que sur chaque 5 $, on avait enlevé 1 $ dans le réseau. Dans la même période où tout en médecine poussait vers plus de soins. Alors, tous les besoins ont augmenté à tous les échelons, en plus du vieillissement, en plus de tout ce que je viens de dire. Puis, dans le même moment, donc, on diminue les dépenses en santé. C'est sûr que à sa face même, vous faites le calcul et la balance de tout ça, il y a quelque chose qui va aller mal quelque part. Alors, il n'est pas surprenant de voir aujourd'hui un système qui est constamment sur la brèche, étiré au maximum dans la manière dont on utilise ses ressources. Le fait qu'on ait eu des ratios aussi importants de patients infirmières ou de patients préposés, etc., c'est ça qui aujourd'hui donne les résultats catastrophiques qu'on voit en termes de perte de nos ressources dans le milieu de la santé. Au moment où on se parle, en septembre-octobre 2021, on est devant une véritable crise qui vient d'être aggravée par la pandémie, mais même avant la pandémie, on avait toutes sortes de problèmes qui obligeaient les gestionnaires à recourir au temps supplémentaire obligatoire. Mais tout ça, pourquoi? Parce que la situation a fait en sorte qu'on a perdu du personnel qui ne sont simplement pas venus parce que la profession était plus intéressante, entendant un peu ce qui se passait. Beaucoup de diplômés sont sortis de la pratique. Je parle des infirmières, qui est la question de l'heure actuellement. Puis aussi, parallèlement à ça, ça accompagne ces contre-réformes néolibérales la présence au sein du système de santé publique de toutes sortes d'acteurs privés qui ponctionnent. Puis les agences d'infirmières privées, c'en est un acteur principal quand on estime que ces agences-là font bon an, mal an quelque chose entre 120 millions et 180 millions de profits.
C'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié le contenu qu'on vous a présenté cette semaine. Si jamais vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions de sujets, n'hésitez pas à nous écrire sur tcbh.tv. Abonnez-vous encore une fois à notre page Facebook ainsi qu'à notre chaîne YouTube, tout à fait gratuitement. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et on se reparle la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Le thème sur lequel on met de l'emphase depuis 2 ans maintenant avec le Mouvement Santé Mentale Québec, c'est le thème « Ressentir ». Parce que c'est tellement important justement d'écouter notre monde émotionnel, puis aussi de comprendre les messages que nous envoient nos émotions. Parce que si on ne les écoute pas, nos émotions, le message qu'ils veulent nous transmettre, les émotions vont essayer de faire passer leur message autrement, donc par notre corps. Et là, c'est là que vous pouvez vous demander, voyons, comment ça que je suis fatiguée comme ça? Comment ça j'ai des maux de tête ces temps-ci, des maux de ventre, que j'ai des tensions musculaires aussi? Des fois, c'est parce que c'est des situations qui ont été très lourdes émotionnellement qu'on n'a pas pris le temps de régler et d'aller décortiquer. Et il ne faut pas oublier que les émotions, c'est jamais un signe de faiblesse. Il faut vraiment se rappeler ça. En fait, le fait de comprendre, de vivre nos émotions, c'est là où est-ce qu'elle est toute notre force. Parce que c'est dans le processus de ressentir qu'on va pouvoir, après ça, comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi mes désirs aussi qui sont très importants, c'est quoi mes valeurs aussi qui résonnent en moi, pour après ça pouvoir aller passer à l'action pour que l'émotion crie un peu moins dans notre corps. Tout récemment, la TCBH a atteint 500 abonnés à sa chaîne YouTube. Pour nous, ça représente beaucoup. Et pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux à écouter le contenu qu'on vous propose, on veut préparer une FAQ, une foire aux questions. Pour ça, on a besoin de vous. Vous voulez savoir comment la TCBH a démarré? Qui y travaille? Avoir des anecdotes croustillantes de notre équipe? Toutes les questions sont bonnes. Envoyez-nous vos questions à faqtcbh@commercialoutlook.com. On espère vous lire en grand nombre. Chez Santé Mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on a différents services. On a un volet promotion-prévention où est-ce qu'on va donner des conférences, des ateliers, des formations sur les thèmes de la santé mentale. On a aussi 2 intervenantes qui s'occupent d'un milieu de vie, donc où est-ce que les gens peuvent venir échanger entre eux. Ces 2 mêmes personnes-là aussi s'occupent du volet croissance et entraide où est-ce qu'on a des groupes de soutien sur différents thèmes comme l'anxiété, la bipolarité, par exemple, les personnes qui entendent des voix aussi. Et on a un volet de réinsertion à l'emploi, donc le volet vis-à-vis qui aide les personnes à reprendre le marché de l'emploi avec un cadre qui est sécuritaire et qui permet de développer des habiletés sociales au travail.